Nous allons accueillir maintenant Claire Toury, qui est présidente du mouvement associatif, et vous allez nous parler donc de la liberté associative et des enjeux démocratiques. Je sais que vous êtes à cheval entre ici et le lieu unique, donc merci beaucoup de votre présence. Bonjour. Je m'assois, voilà. Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un peu speed parce qu'en même temps, au lieu unique, on organise un événement avec la République des idées, le pacte du pouvoir de vivre, qui s'intitule « Réveiller la démocratie et reprendre le pouvoir sur nos vies ». Donc j'ai entendu que la conclusion était un peu pessimiste. Moi, je vais essayer d'être un peu optimiste, mais je vous garantis rien. Je fais de mon mieux. Je suis Claire Toury, je suis la présidente du mouvement associatif. Le mouvement associatif, c'est l'organisation qui représente le monde associatif en France. On réunit environ une association sur deux, à savoir 700 000 associations aujourd'hui. Et pour parler de démocratie, on va surtout parler d'associations, puis on va y venir petit à petit. Alors, le modèle associatif, si on revient un peu aux fondamentaux, c'est quoi en fait ? C'est un modèle qui est organisé par une grande loi, sans doute une des lois les plus modernes de notre République, qui est la loi de 1901, qui dit que pour faire association, il faut être au moins deux. On ne s'associe pas tout seul, et avoir un objet défini, et c'est tout. C'est tout, en fait, ce que dit cette loi. Et alors, en cela, c'est une loi hyper puissante, parce qu'elle offre un pouvoir d'agir considérable aux gens qui peuvent se rassembler sur ce qui leur semble intéressant, pertinent ou pas. Et ça peut devenir un truc de fou à la fin. Et je le dis parce que dans le moment qu'on est en train de vivre, et je vais y revenir, qui est quand même hyper difficile, tant du point de vue du financement associatif, que du point de vue des libertés associatives, que du point de vue de l'état de la démocratie dans le monde en général. C'est bien de se rappeler parfois que, à travers le temps, à travers l'histoire, la puissance la puissance citoyenne, elle est bel et bien là. Et moi, je vais essayer d'avoir un propos un peu en ce sens. Je discutais tout à l'heure avec un groupe au lieu unique, et on se rappelait que le sida, aujourd'hui qu'on est quand même quasiment en train de guérir, c'est grâce à l'action associative. Alors pas qu'il y a des chercheurs, heureusement, mais c'est parce que des associations se sont mobilisées de manière provocatrice, de manière limite du point de vue de l'ordre public, et j'y reviendrai après, que 40 ans plus tard, on a eu des financements, des moyens, et que des chercheurs ont dit merci à l'action associative qui, grâce à laquelle on a fait tant progresser la recherche, et donc grâce à laquelle on a changé concrètement la vie des gens. C'est ça en fait la force du tissu associatif. Et je pense que c'est important de toujours se rappeler de pourquoi on défend l'association. C'est pas par corporatisme. En vrai, je m'en fous. Enfin, c'est pas ça, mais c'est pas ça. C'est parce que concrètement, ça transforme la société. Et je pense que c'est ça qu'il faut dire et redire et redire. Une fois que j'ai dit ça, la situation aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, 1,4 million d'associations en France, 20 millions de bénévoles, 1,8 million de salariés dans le monde associatif, c'est considérable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la progression. Au moment du centenaire de la loi 1901, il y avait 800 000 associations en France. Donc c'est incroyable à quel point ça fonctionne, encore une fois, parce que c'est un espace agile, très libre, qui permet un peu tout. Et donc c'est 70 000 associations qui se créent chaque année. En 2024, année où il y a eu beaucoup de dissolutions d'associations par ailleurs, il y a quand même eu 78 000 créations d'associations. C'est assez historique, ça n'arrive jamais, donc de nouveau, c'est un modèle qui marche. Une fois que je vous ai dit ça, la situation des associations aujourd'hui, elle est traversée par 3 difficultés. Il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, je vais vous parler de ces 3-là. Une difficulté qui est structurelle, qui est relative à l'évolution de la façon dont on finance les associations, puisque jusqu'en 2005 à peu près, les budgets des associations étaient composés à peu près à 40% de subventions. Aujourd'hui, la subvention, c'est autour de 20% dans les budgets des associations. Et dans le même temps, on voit la part de la commande publique qui a considérablement augmenté au détriment de la part de la subvention. Donc c'est toujours de l'argent public, en gros, mais ce n'est pas le même argent public. Et pourquoi nous, mouvement associatif, on dénonce ça ? Parce que la subvention, c'est soutenir d'une certaine façon l'initiative citoyenne. Alors il y a plein de limites et on y reviendra juste après, mais c'est soutenir l'initiative citoyenne, c'est donner de l'argent à un collectif de citoyens, d'individus, pour faire le projet qu'ils ont envie de faire. La commande publique, c'est mettre la situation dans une situation de répondre à une demande des pouvoirs publics. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est juste pas la même chose. Et donc,
c'est pas la même chose. Ça nous met en situation d'être prestataire de service. Premier élément. Deuxième élément, c'est pas les mêmes difficultés. C'est pas les mêmes compétences qui sont demandées pour être subventionné ou pour répondre à ce type de marché public. Et je rappelle quand même que malgré les 1,8 million de salariés, la force du modèle associatif, c'est de permettre l'amateurisme et de considérer que c'est bien, et qu'on peut être amateur parfois, et que c'est bien, et que être amateur, ça ne doit pas nous empêcher d'avoir une subvention de 2 000 € pour organiser un événement. Donc ça, c'est un sujet. Et ça entraîne surtout une mise en concurrence entre les acteurs associatifs, ce qui est complètement en rebours de ce qu'on porte par ailleurs, et pire encore, je ne sais pas, mais aussi une mise en concurrence entre les acteurs associatifs et les autres. Et là, on ne joue pas avec les mêmes armes. Donc ça, c'est la première difficulté. Et je vais juste boire un peu d'eau avant de passer à la deuxième. La deuxième difficulté, elle est relative aux libertés associatives. Alors, est-ce que vous avez entendu parler du contrat d'engagement républicain ? Ok. Donc, je ne vous fais pas l'histoire du coup, mais en 2 mots, le contrat d'engagement républicain qui est instauré par la loi visant à conforter les principes de la République du mois d'août 2021, il inverse un peu la dynamique de la loi de 1901. La loi de 1901, c'est la confiance qui est mise comme un a priori. Vous n'avez pas besoin d'autorisation préalable pour vous réunir. Vous le faites si vous voulez. Par contre, c'est un contrat de droit privé. Si vous faites quelque chose qui ne va pas, vous pouvez être sanctionné par un tribunal. Normal, en fait. Voilà. Le contrat d'engagement républicain dit que si vous voulez être subventionné ou agréé, vous devez vous engager à respecter un certain nombre de valeurs et de principes. Certains d'entre eux sont frappés au coin du bon sens, d'autres sont assez problématiques. Par exemple, la question de respecter l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et alors, vous savez sans doute pas, mais le problème, c'est que le ministère de l'Intérieur non plus. C'est quand même ça le sujet. Et la réponse qu'on nous fait, c'est ça dépend de l'autorité administrative en vigueur. Donc ça dépend de la préfecture. Donc si vous avez un préfet sympa, ça va. Sinon, c'est plus compliqué. Bon, heureusement, il y a toujours l'état de droit et la justice en France, mais quand même, donc contrat d'engagement républicain. Et je vous fais une digression, mais je parlais du sida. Quand ACT UP met son préservatif géant en place de la Concorde dans les années 80, est-ce un trouble à l'ordre public ? Et donc quand je demande au cabinet de Bruno Retailleau, on me répond, ça dépend, est-ce qu'ils l'ont fait dans les règles ? Je vous jure. Je vous jure. Donc j'ai répondu, non. Ils m'ont dit, oui, c'est un trouble à l'ordre public. Je dis, donc en fait, aujourd'hui, vous retiriez les financements à ACT UP. Absolument, madame, pas d'argent public quand on ne respecte pas la loi. Bref, c'était un échange assez particulier. Mais quand même, ça vous dit quand même un peu l'état d'esprit. Et je rappelle que ça a été fait dans une loi visant à lutter contre les séparatismes. C'est ça, quand même. Et le contrat d'engagement républicain, qui a été finalement assez peu utilisé, mais quand même, qui est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, il l'est systématiquement utilisé vis-à-vis d'associations environnementales ou d'associations de droit et de cause. C'est Alternativa et le planning familial. Voilà. Bon. Je vais un peu vite parce que ça sera sans doute plus intéressant qu'on échange, mais quand même. Donc ça, c'est un problème. Mais au-delà d'être un problème, ce contrat d'engagement républicain, c'est que ça libère une parole qui est dingue. Alors je vous rassure, ça date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et je vous fais un peu d'histoire 5 minutes, mais c'est intéressant. Dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, on avait un ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin. Raymond Marcellin, il était très agacé par les associations. C'était quand même l'époque 68, tendance maoïste et tout, enfin c'était autre chose. Mais il était un peu agacé par les associations et notamment, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas empêcher l'action de certaines associations. Donc à l'époque, il a tenté un truc, il a tenté c'est quand même drôle, mais de produire un décret, il a écrit un décret qui réintroduit l'autorisation préalable. Donc qui réintroduit l'autorisation en préfecture pour être association. Le Conseil d'État censure. Ok. Donc ce qu'il fait, il fait voter une loi. Elle est votée la loi par l'Assemblée nationale à l'époque, qui réintroduit l'autorisation préalable. La loi est votée. Dans la foulée, le Sénat et Alain Poher, comme quoi c'est pas une histoire de gauche et de droite à chaque fois, Alain Poher dit mais c'est bizarre en fait, l'autorisation préalable c'est contraire à l'esprit de la loi de 1901, je vais saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit qu'en fait ce n'est pas constitutionnel. Enfin, ça ne respecte pas la loi 1901, donc censure, et surtout introduit le droit d'association comme un des principes fondamentaux, un des 12 piliers là. Je ne sais plus exactement la formulation, mais donc à partir de là, le droit d'association est constitutionnalisé. Je fais une parenthèse, mais quand même c'est intéressant de se dire que
À toutes les époques, on a envie de réguler, de contrôler l'action associative. C'est un héritage de la Révolution, franchement. Enfin, il y a voilà. Mais ayons-le en tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre ça. Donc, éléphant au milieu de la pièce, qui fait qu'on a des prises de parole de certains interlocuteurs politiques qui sont extrêmement problématiques. Ça va jusqu'au maire de Pessac. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais donc c'est pas un maire Rassemblement National. Donc, en conclusion d'un conseil municipal, à la rentrée, il est interrogé par l'opposition sur l'absence de la présence de la Ligue des droits de l'homme au forum des associations. Une réponse est apportée par l'adjointe, et lui il prend la parole à la fin et dit « Si vous voulez mon avis, une association qui va contre le gouvernement ne devrait pas être financée. » Et c'est ça en fait le sujet. C'est ça la petite musique qu'on entend encore et encore et encore. Donc liberté, ce qui nous emmène à un troisième problème, qui n'est pas tout à fait le même mais quand même un peu, qui est plus conjoncturel, qui est l'accumulation de crises. Crise sanitaire, crise inflationniste, crise budgétaire. Résultat, vous avez soit une augmentation de charges, soit une baisse de revenus. Vous le voyez bien en ce moment. Alors vous avez la double peine. Hein. Vous avez à la fois liberté, puis en même temps le contexte budgétaire. Mais quand même, baisse de revenus. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une association. Votre job, c'est d'agir pour l'intérêt général. Vous voulez aller répondre à des besoins sociaux qui ne sont pas couverts ou mal couverts. Vous avez envie d'organiser un festival qui soit accessible au grand public, ou des colos qui soient accessibles au grand public, ou enfin, tout ce que les associations font. Mais sauf que vous avez moins d'argent. Et donc, comment vous faites? Vous ne pouvez pas impacter sur vos bénéficiaires cette hausse de charges ou cette baisse de revenus. Et je vous donne un exemple qui n'est pas culturel, mais quand même, au moment de la crise inflationniste, là, post-début de la guerre en Ukraine, une association qui organise des colos, qui a du bâti, se retrouve avec une facture d'énergie de plus 300 000 €. Elle ne peut pas les payer. Enfin, elle ne peut pas faire face. Donc elle dit, j'ai deux choix. Soit je ferme des semaines de vacances, donc j'ouvre moins, soit j'augmente mes tarifs. Et dans les deux cas, c'est pas bien. Enfin, ça veut dire qu'on ne répond pas à des besoins sociaux. Et donc, pourquoi je reviens? Alors, pardon, je suis un peu décousu comme intervention, mais je pense que j'ai l'impression que vous suivez quand même. Mais ça va, vous me dites si je dis n'importe quoi. Mais pourquoi je dis ça? Et ça revient à ce que je disais au départ sur c'est pas corpo. On ne défend pas le modèle associatif par corporatisme. On défend le modèle associatif parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui tient la France. Alors, c'est un peu grandiloquent dit comme ça, mais c'est vrai. En fait, c'est vrai. Pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que notre modèle social, notre cohésion nationale, elle tient grâce à l'action associative. Et c'est une fierté. En fait, c'est singulier comme modèle. C'est une immense fierté. C'est les clubs de foot, c'est les événements culturels, enfin, c'est tout ce qui produit du bien-être, le modèle associatif. C'est ça. Mais c'est aussi une réponse à des besoins sociaux majeurs. C'est l'aide à domicile, en milieu rural. Personne n'y va à part les associations. C'est la lutte contre la précarité alimentaire, c'est l'indignation face à des problématiques climatiques, etc., etc. Les problèmes de logement, la petite enfance. Enfin, c'est l'action associative qui fait ça. Voilà. Et pour cette raison, il faut qu'on arrive à la protéger. Et donc, du coup, mon point est le suivant. C'est que pour sortir de ça, et puis pour éviter ce que vous avez... Enfin, pour essayer d'aller mieux, on va dire... tout l'enjeu qu'on a, je pense, dans les prochaines années, c'est de passer de cette puissante loi 1901 qui reconnaît un droit de l'individu, quand elle reconnaît la puissance associative, et c'est déjà très bien, il ne pouvait pas faire autrement à l'époque, on va dire. Donc c'est un droit de l'individu qui est reconnu. Il faut qu'on passe de ça à une reconnaissance pleine et entière du rôle du tissu associatif dans la société française. Et donc, comme on finance les syndicats, comme on finance les partis politiques, il est temps qu'on finance les associations. Ça ne sera jamais assez. Et on ira trouver de l'argent ailleurs, parce que nos modèles sont hybridés, contrairement à ce qu'on peut nous dire, bien plus qu'on ne le croit. Mais il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'un financement socle garanti pour l'action associative qui nous permette de sortir de cette posture hyper dépendante de la bonne volonté du politique. Et vous le savez, ici vous l'avez quand même vécu assez fortement, donc la bonne volonté du politique, mais qui nous permettent aussi de faire face dans des moments de crise comme celle qu'on est en train de traverser en ce moment, parce que, de nouveau, c'est pas pour s'en mettre plein les poches. C'est le principe. Vous ne vous enrichirez jamais en étant fondateur d'une association. C'est pas comme ça que vous deviendrez riche. Ça marche pas. Vous pouvez créer une association, y passer 40 ans de votre vie, vous barrez, vous partez avec 0 €.
C'est la différence fondamentale entre le modèle associatif et d'autres. C'est le principe de la non-lucrativité. Vous pouvez gagner de l'argent, mais vous le réinvestissez, etc. Enfin, vous savez ça aussi bien que moi. Et donc, en cela, on a besoin de protéger ce tissu associatif, mais pas pour nous faire plaisir à nous, parce qu'en fait, notre modèle social, il tient là-dessus. Donc ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, et après, on a un peu de temps pour discuter. Mon deuxième point, c'est que malgré toutes ces difficultés, moi, mon sentiment, et là je sors un peu de la situation purement associative, mais pour aller vers un enjeu peut-être plus démocratique, mon sentiment, c'est qu'on est en train de naviguer dans une immense ambivalence. On est dans une ambivalence, là, en ce moment. D'un côté, vous avez un génocide à Gaza, Trump qui fait n'importe quoi, mais qui nous rappelle quand même que le politique a plus de puissance qu'on ne le pensait, hein. Quand même, dans le mauvais sens du terme, mais quand même. Donc vous avez ça, vous avez une montée des populismes, vous avez un sentiment d'impuissance. Enfin, je sais pas vous, mais parfois on vit avec un sentiment d'impuissance qui est considérable et qui paralyse. Ça, c'est la moitié de la réalité. Et l'autre moitié de la réalité, c'est mal dit, c'est ces 20 millions de bénévoles. C'est ces 70 000 associations qui se créent chaque année. C'est ces individus qui se rassemblent parce qu'ils n'ont pas envie de lâcher l'affaire. C'est ces événements qu'on organise ici ou au lieu unique. Enfin, c'est ça, en fait, par ailleurs. C'est les associations qui contribuent à lutter contre le sida, qui permettent la contraception, qui distribuent des milliers de repas à des gens qui n'arrivent pas à manger. Enfin, c'est ça, en fait, par ailleurs. Et donc ça, c'est hyper puissant. Et donc, en fait, l'enjeu, là, c'est de réussir à naviguer entre un sentiment d'impuissance qui nous envahit, enfin en tout cas moi il m'envahit un certain nombre de fois en ce moment, donc ce sentiment d'impuissance, et en même temps ce sentiment d'hyperpuissance. Moins, il envahit moins, mais quand même, en tout cas, non mais je trouve que, enfin je rigole sans rire, parce que quand on parle, là on est dans un espace familier, on sait tous de quoi on parle, mais quand vous parlez d'association à des gens qui ne connaissent pas, et que vous revenez aux fondamentaux, à ce qui se passe, en fait vous vous rendez compte que c'est assez balèze, en réalité, ce truc. Et c'est assez puissant. Et ça rappelle qu'il y a du pouvoir d'agir. Il y en a. Il y a plein de problèmes, hein, mais il y a du pouvoir d'agir. Et donc, c'est réussir à naviguer dans cette ambivalence. Et moi, je pense, et c'est ce que je vais dire à toutes mes interventions pendant les 10 prochaines années, enfin peut-être pas, mais en tout cas les 10 prochains jours, l'impuissance, si elle est là, elle est aussi, c'est aussi un sentiment. Et je pense que nous, notre responsabilité, responsable associatif, action, militant de terrain, bénévole, etc., c'est de rappeler qu'il n'y a pas que ça, en fait, il y a des alternatives. Et qu'on a besoin d'une espèce de mise en mouvement de toutes et tous vers ce sentiment de puissance, en tout cas, il faut le dire, il faut réussir à naviguer entre les deux, et donc sans être naïf, parce que c'est quand même un peu de la merde, hein, à certains égards, sans être naïf, il faut quand même rester déterminé, et montrer que le verre, il est parfois à moitié plein, plutôt parfois à moitié vide, mais aussi parfois à moitié plein. Et qu'on ne peut pas faire comme si, en fait, tout le monde s'en fichait. Parce que pourquoi je vous dis ça ? Parce que si on continue à véhiculer ce message-là, en fait, on va tous arrêter. Et si tous les dégoûtés partent, il restera que les dégoûtants. Et donc, du coup... Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, c'est ça le sujet. C'est comment on donne envie aux gens de continuer à s'engager pour reprendre un peu. C'est un peu David contre Goliath, hein, j'en ai bien conscience. Et moi, ce que je me dis parfois, mais j'ai commencé en disant, mais je l'ai déjà un peu dit, mais quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, je me dis, en fait, putain, les politiques, ils sont assez puissants, plus qu'on ne le pense. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive souvent de me dire, mes interlocuteurs ministériels, aussi ministres soient-ils, ils servent à rien. Ça m'arrive souvent de me dire ça. Enfin, ils servent à rien, pas en tant que personne, hein, mais dans leur fonction. Je me dis, ils servent à rien, de toute façon, les parlementaires, ils servent à rien, il n'y a rien qui sert à grand-chose. Donc, faisons sans eux. Et je pense que c'est pareil. Ils ont intégré une forme d'impuissance. Et sauf que c'est pas si... il n'y a rien qui nous empêche de lutter contre ce sentiment. Bon, je dis ça, j'ai bien conscience que c'est facile à dire. Hein. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on ait un peu des discours enthousiasmants autour de ça. Et c'est là où on revient à la création. Et au discours, et aux imaginaires, et à une manière de les réenchanter. Voilà. Bon, c'était un peu décousu, je suis désolée, mais c'est un peu speed. Mais si vous avez des questions, je vous écoute. Oui, si vous avez des questions. Merci, bravo beaucoup. Merci beaucoup, c'était passionnant. On souhaiterait que vous resteriez un peu plus. Qui souhaite poser une question ? J'ai vu 2-3 mains levées, il me semble. Ah, monsieur.
Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre foi et puis la joie que vous nous apportez. Et j'aimerais bien vous entendre de votre point de vue du mouvement associatif sur la montée en puissance des fondations qui sont aussi d'intérêt général, mais qui captent beaucoup d'argent. Nous dire comment vous les voyez d'un point de vue collectif et aussi d'un point de vue politique ou politique culturelle même. On parle des fondations, enfin vous parlez pas de ce terrain, quoi. Non, mais c'est pour savoir si c'est pas des fondations générales. Bah moi je pense que c'est des alliés. Enfin sincèrement, et donc là on est en train de bosser, on bosse beaucoup avec le Centre français des fonds et fondations, avec le mouvement associatif, puis la Fondation de France. Et sincèrement, s'ils n'étaient pas là aujourd'hui, ce serait encore plus difficile. Donc on est en train de travailler à une sorte de fonds d'urgence avec ces fondations. La Fondation de France a pris quand même un tournant assez fort, hein, je trouve, depuis quelques années maintenant, quelques mois, années maintenant, où il y a un discours politique assez fort qui est assumé par la Fondation de France. Donc il y a une espèce de... Alors philanthropie, c'est un mot que j'aime pas trop, mais bon, disons-le quand même. Il y a une espèce de philanthropie politique, je trouve, qui est en train de prendre de l'espace. Et donc, dans le dialogue qu'on a avec les fondations, elles sont elles sont assez désemparées, un peu comme on peut l'être. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'elles nous disent qu'est-ce qu'on peut faire. En même temps, on a l'impression qu'on sous-poudre notre argent, que ça n'a pas de sens. Mais en même temps, si on le fait pas, ça tient pas. Donc, comment on fait pour aider le tissu associatif qui est quand même en grande difficulté ? Et en même temps, on ne veut pas non plus donner l'impression que c'est le monde de du mécénat, de l'argent privé, on va dire, qui doit remplacer le financement public. Donc voilà, donc il y a un peu une position un peu difficile à tenir de leur part, mais moi je trouve que je pense qu'on a assez d'ennemis et c'est pas nos ennemis, en tout cas, vraiment pas, au contraire. Bonjour. Un jour, j'étais un petit peu désemparée face justement à l'impression de ne pas pouvoir agir. Et on m'a dit, le milieu associatif, c'est un peu le palliatif du politique. Et donc, plutôt que de t'engager dans de l'associatif, tu devrais t'engager en politique. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur cette manière de voir les choses. Non, c'est pas le palliatif du politique. Non, le tissu associatif et le modèle associatif, c'est un modèle en soi. C'est-à-dire que c'est très important que ça existe parce que tout n'a pas vocation à remplacer l'action politique. Enfin, je sais pas comment le dire. Après, je pense que j'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais plus les années passent et plus je le dis assez clairement, ça suffit pas l'action associative. En fait, c'est ça la vérité. Ça ne suffit pas. Donc, c'est indispensable. Mais vraiment, et tout ce que j'ai dit avant, je le pense et je le pense encore, 5 minutes après, je pense toujours. Donc voilà, c'est une forme de constance quand même. Mais donc c'est indispensable. Après, en fait, à un moment, il y a un besoin de débouchés politiques. Et les débouchés politiques, ça passe par des gens qui sont en responsabilité politique. Le vrai problème qu'on a, j'espère que je vais offenser personne, mais c'est la médiocrité du politique. On a des interlocuteurs qui sont médiocre. Mais là aussi, on est responsable. Pardon, moi je le dis, c'est facile de dire ça. Mais la médiocrité alimente la médiocrité. Donc en fait, il y a un moment, il faut qu'on casse ce cercle et qu'on dise, mais c'est quoi le dernier livre que vous avez lu ? Un livre entier. Et c'est un peu condescendant de dire comme ça, mais non, mais c'est vrai. Je veux pas vraiment avoir l'air condescendant, donc peu importe que ce soit un livre ou une revue ou autre chose, mais c'est plutôt dans le sens, comment vous construisez votre pensée ? Qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous concevez votre rôle ? C'est quoi le rôle du politique ? C'est quoi son rôle ? Lisez Rosan Vallon, je dis ça parce que je l'ai vu il y a 5 minutes au lieu unique, mais c'est le rôle du politique, c'est de construire un chemin, c'est de définir un horizon, ou de proposer des horizons, plusieurs même. Et puis après, à nous de choisir celui avec lequel on a envie de vivre. Puis on va voter en fonction. Mais c'est pas tout seul, par contre. Là, ce dont je suis sûre, c'est que aucun responsable politique ne pourra résoudre les problèmes auxquels on est confronté. C'est impossible. Tout seul, c'est impossible. Et donc c'est là où c'est une mise en mouvement de toutes et tous, avec des acteurs associatifs qui font déjà, et sans doute encore plus, avec des acteurs syndicaux qui sont aussi en mouvement, avec une démocratie participative qu'on alimente parce qu'on a des citoyens qui ont envie de participer,
avec une démocratie représentative qui est forte, et donc avec des interlocuteurs politiques qui luttent contre une forme d'impuissance aussi, leur ressenti à eux. Donc voilà, mais moi, en tout cas, je pense qu'à un moment, si on veut vraiment changer les choses, et je ne dis pas qu'il faut qu'on le fasse tous, parce qu'il faut que certains restent dans le monde associatif, mais il faut que certains aillent en politique. Je pense que c'est important, voilà. Après, je pense que les associations, chacun sa place. Mais par contre, il faut qu'on trouve des débouchés politiques. Je ne sais pas comment dire autrement. Si on ne trouve pas de débouchés politiques, en fait, on peut dire que le contrat d'engagement républicain est un problème et puis avoir toujours un contrat d'engagement républicain. On peut dire qu'on a besoin de financement et pas avoir de financement, etc., etc., etc. Et donc, voilà. J'avais une question. Bonjour, je suis Élodie Lombard, déléguée générale de la Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens. Et j'avais une question par rapport à les données que vous nous transmettiez sur la baisse de 40% à 20% de subventions publiques pour les associations actuellement. Est-ce que cette baisse comprend, parce que ce qu'on voit aussi sur le terrain actuellement, c'est un délitement de ces subventions qui ont pris plein de noms différents ces derniers temps entre les AMI, les AAP, les conventions pluriannuelles d'objectifs. Enfin, la subvention n'est plus tellement lisible en fait dans le champ des associations. On demande toujours plus de flexibilité et de polyvalence pour les acteurs associatifs à composer, voire même à composer avec des interlocuteurs qui des fois n'ont rien à voir avec l'objet de leur association, justement pour pérenniser et consolider son modèle économique. J'ai envie de dire, imaginons une association qui va se saisir de la question de l'alimentation durable alors que son projet est un projet artistique à la base, mais parce que ça permet de faire exister les projets malgré tout. Enfin, dans ce côté très parcellaire de la subvention publique, plus... Alors là, c'est autre chose pour la culture, un glissement de terminologie vers les industries créatives et culturelles, où là, il y a de la mise à concurrence et de la rentabilité demandée claire et nette dans l'appel à projet, où au final, même si les associations sont les bienvenues pour répondre à ces programmes, de fait, par rapport à la non-lucrativité, elles sont exclues. Donc voilà, ma question est un peu confuse, mais est-ce que ce constat-là, vous le faites aussi, et est-ce qu'il est dans ces 20% de subventions que vous identifiez, vous ? Alors, les 20%, enfin, la subvention, ça peut prendre tout un tas de formes différentes. Donc ça reste, quand on dit 20% ou 23%, je ne sais plus exactement, ça englobe un peu tout ça, tout ce qui ne relève pas de la commande publique. Après, en fait, là où je crois comprendre le sens de votre question, c'est la subvention, ça règle pas tout. On sait qu'il y a de la mise en concurrence autour de la subvention. On sait que parfois, pour être subventionné, on va se tordre dans tous les sens. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux qui ont été en responsabilité associative savent très bien que parfois c'est dingue en fait. Enfin, on se retrouve avec un nombre de bailleurs complètement délirant pour quelques milliers d'euros, et on se demande si on dépense pas plus d'argent à demander de l'argent que à vous avez compris quoi. Enfin bon, bref. Donc moi, en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a deux enjeux, et c'est ce sur quoi on travaille au sein du mouvement associatif. Il y a un premier enjeu qui est de sanctuariser, de sécuriser la subvention, parce que c'est toujours mieux que la commande publique. Disons que pour le dire autrement, parce que c'est pareil, je pense qu'il faut s'interdire d'être dogmatique quoi qu'il arrive. Donc la commande publique, pourquoi pas à certains moments ? Pourquoi pas ? Ça peut pas être la règle en fait. Parce que ce n'est pas adapté à tout un tas de réalités associatives, à l'écrasante majorité des réalités associatives. Donc pour ça, il faut sanctuariser la subvention, et on ne demande pas plus d'argent quand on demande ça. Parce que de nouveau, c'est le même argent. Enfin, c'est le même argent. C'est les mêmes montants. C'est juste pas le même argent, c'est pas la même manière de l'octroyer. Donc ça, c'est un premier point, c'est sanctuariser la subvention, parce que le tissu associatif hyper bénévole, hyper local, hyper amateur, c'est beaucoup plus facile pour lui de demander 5 000 € de subvention que de répondre à un marché public pour avoir 5 000 €. Ça, c'est un premier point. Mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a besoin de passer d'un droit de l'individu à une reconnaissance pleine et entière du tissu associatif et de son rôle dans la société. Et ça veut dire qu'on a besoin de flécher de l'argent public, je dis bien de l'argent public, pour ça. Et alors moi, si ça tenait qu'à moi, mais bon, je ne suis pas en responsabilité politique, mais je pense qu'il faut créer un nouvel impôt, en fait, ou une taxe, ou quelque chose comme ça, mais il faut acter qu'on ne peut pas reposer... Enfin, on ne peut pas...
faire que notre modèle social, notre cohésion nationale, elle repose sur un tissu associatif qui est aussi précaire. C'est pas possible. Et donc ça peut pas reposer que sur la bonne volonté des uns et des autres. Et on a sanctuarisé le droit d'association, on n'a jamais sanctuarisé le droit au financement de l'action associative. Et donc voilà, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est indispensable si on veut pas continuer à avoir indéfiniment les mêmes discussions. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein, mais on peut pas faire la même chose avec les mêmes outils, enfin il le dit mieux que moi, en espérant une issue différente. Parce que sinon ça s'appelle de la folie. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Et cette autre chose, c'est une piste, hein, j'en sais rien, il y en a sans doute des tas d'autres, mais il faut qu'on trouve autre chose pour amorcer un tournant clair et une forme d'émancipation. Mais c'est logique quand on y pense. Enfin, il faut qu'on aille vers ça. Après, c'est pas très moderne de demander un impôt. Ouais, je regarde juste l'heure, c'est bon. Oui, bonjour, Lucie Orbi, secrétaire générale de 50 degrés Nord 3 degrés, Polar Visuel, Hauts-de-France et territoires transfrontaliers. Je me permets simplement de rebondir en fait sur votre dernier point. J'ai entendu parler en fait aussi des échanges qui ont lieu à l'heure actuelle sur la naissance peut-être d'une sécurité sociale dans le domaine culturel. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Pas du tout. Non. Ou dans l'alimentation aussi ? Dans l'alimentation, oui, c'est même une expérimentation qui a été lancée. Alors là, si je vous dis pas de bêtises, en Occitanie, je crois, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. D'accord. J'ai madame à côté qui peut en parler. Peut-être que ça peut intéresser. Oui, très bien. Oh, magnifique. Bonjour tout le monde. Alors, la sécurité sociale, on avait des collègues du SNAP ce matin qui parlaient des États généraux de la culture et on va justement parler de ça. En fait, c'est un mouvement qui est lancé par le réseau Salariat de Bernard Friot avec le salaire à vie. Et ce sont juste des petits bouts de salaire à vie basés sur la cotisation qui viendraient alimenter des fonds, c'est-à-dire soit l'alimentation et les petites... les choses qui sont faites au niveau local ne représentent pas tout à fait le projet qui serait un projet global et national. Et donc, il y a des idées de sécurité sociale, de la santé, on voit bien comment ça fonctionne tous. Mais il y aurait aussi de l'alimentation, de la culture, on a parlé même de sécurité sociale de la mort. Voilà. Mais en fait, c'est basé sur la cotisation et ça permettrait, mais on n'est pas encore bien au fait là-dessus, mais de rémunérer plus les artistes ou de donner au public des cartes de sécurité sociale qui leur permettraient de profiter de l'art. On n'est pas encore bien d'accord et justement, venez en novembre à l'Assemblée Générale de la Culture, je ne sais plus bien le nom, les États Généraux, voilà, les États Généraux, parce que justement, on va parler de ça. Et je fais partie des personnes qui s'occupent de la sécurité sociale de la culture. Donc, venez discuter avec nous. Ce sera fin novembre. Voilà. Mais c'est un beau projet. Et cette histoire de salaire à vie et tout ça, ça pourrait être une solution géniale parce que ça libère tout le monde. Tout le monde aurait un salaire à la qualification et pas au poste. Donc, ce serait cool. Voilà. Merci, madame. On a le temps pour encore 2 questions ? Ou commentaires, remarques, témoignages ? Ou pas ? Ah si. Oh, je vais vous faire passer, ce sera plus simple. Merci pour votre intervention. Je suis Tani Tok, je suis dessinateur, scénariste et enseignant de bande dessinée. J'avais 2 remarques et une question. La première remarque, ce à quoi me font penser vos propos, c'est la question de la vulnérabilité, qui me semble être un fil conducteur depuis ce matin. C'est-à-dire que reconnaître la vulnérabilité, c'est aussi reconnaître la force qu'on peut avoir ensemble. Je pense à ça en pensant à Cynthia Fleury, donc, et à ce qu'elle a pu développer de pensée là-dessus. La deuxième remarque, c'est la question qui m'est chère, c'est-à-dire la question de la narration, du récit. Et donc, je me dis qu'il y a aussi
plein de choses prometteuses, enrichissantes, encourageantes, dans le fait que les créateurs savent faire récit. Personnellement, il y a une chose qui m'agace, c'est cette notion de storytelling. Et je pense qu'il ne faut surtout pas laisser ce mot aux politiques. Ou la notion de séquence qu'on entend dans les médias tout le temps. Et ma question, qui n'est pas directement liée à ça, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact qu'a le débat sur l'âge de départ à la retraite sur les associations, sachant qu'il y a beaucoup de personnes retraitées qui font vivre ces assos, que ce soit en milieu urbain ou rural. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? Alors, je réagis à votre réaction et après je vous réponds. Donc demain matin, 11h, au lieu unique, on débat avec Cynthia Fleury, si vous voulez, comme ça, au cas où. Je sais que je fais un peu de concurrence, mais non, mais elle sera là et elle va sans doute intervenir là-dessus. Et sur la vulnérabilité, je partage complètement ce que vous dites. En fait, c'est pour ça que je crois qu'il y a aussi un enjeu d'humilité. Hein. On peut avoir toutes les idées de la terre. De nouveau, c'est pas tout seul qu'on réglera les problèmes du monde, mais par contre, se rappeler qu'on est tous vulnérables d'une façon ou d'une autre et qu'on peut tous l'être et que pour cette raison il y a des enjeux de solidarité qui sont très importants et qu'il ne faut pas négliger la solidarité à aucun moment, et donc il faut aussi préserver le tissu associatif qui n'est pas le seul mais qui est quand même un des garants de cette solidarité. Ça me semble absolument majeur et c'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu social et c'est un enjeu d'épanouissement individuel et collectif. Enfin, donc je partage ce que vous dites. Sur les retraites, j'ai pas de chiffres à vous donner. Je peux pas vous répondre de façon précise. En revanche, l'année dernière ou l'année d'avant, pendant les mobilisations contre la réforme des retraites, on a eu plusieurs alertes de la part de certaines associations qui nous ont dit qu'elles avaient quand même beaucoup de gens qui arrivaient dans leur gouvernance associative en sortant de leur travail, enfin, une fois à la retraite, et que du coup elles craignaient que ça décale leur arrivée, voire que ça la rende impossible. Parce que comme ça s'ajoute à ça une tension des gouvernances associatives qui est liée au fait que les plus vieux lâchent l'affaire, parce qu'ils sont pris dans des situations compliquées d'aidants, souvent. Il y a ça aussi maintenant qui prend le dessus, parce que certains, après le Covid, se sont rendus compte qu'ils avaient envie de faire autre chose. Et ça ne veut pas dire que les jeunes ne s'engagent pas, mais ils s'engagent, mais ils ne viennent pas forcément prendre la présidence d'une association. Et au milieu de ça, on a un nombre d'actifs assez conséquent, mais qui est débordé, parce que vous le savez, quoi, vous savez ce que c'est, vos semaines. Et donc voilà, et donc du coup, c'est sûr que ça ne va pas arranger les choses. Mais je ne peux pas vous répondre de façon plus précise que ça. Merci, ce sera la dernière question. Sauf si on a vraiment une hyper urgente. Je vais être courte. Juste en vous entendant, et justement, les retraités, ils ne peuvent pas s'engager indéfiniment dans les associations. Et le bénévolat des jeunes, il n'est pas si évident à mettre en place. On leur demande beaucoup de stages. Je ne sais pas, qu'est-ce qui est mis en place, quelle place. Pour moi, il y a un vrai sujet autour de ça. Parce qu'ils ont envie, je pense, pour beaucoup, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent être bénévoles. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des réflexions qui sont menées sur la place des jeunes dans en tant que bénévoles ? Oui, il y en a beaucoup. Il y a une masterclass qui a été créée par des grosses organisations associatives nationales pour renouveler laisser de la place aux plus jeunes. Mais en fait, là, je vais vous contredire un petit peu, mais quand on regarde les chiffres du bénévolat, pour la première fois, il y a l'année dernière ou l'année d'avant, la part des moins de 35 ans a dépassé celle des plus de 65 ans. Donc il y a une augmentation du bénévolat chez les jeunes. C'est quand récemment. Donc du coup, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils viennent pas forcément là où on voudrait qu'ils aillent. C'est toujours pareil. Mais ils viennent pas toujours là où on se trouve. C'est aussi ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'engagent pas. Et donc, du coup, je pense que... Mais là, je digresse un peu, mais sur l'engagement des jeunes, si on veut l'appréhender, il ne faut pas... Vous n'avez pas du tout fait ça, hein, mais j'anticipe une éventuelle remarque après. C'est pas qu'ils ne veulent pas. En fait, ils font. Ils trouvent des endroits pour le faire. La question, c'est comment on fait en sorte qu'ils aient envie de le faire avec nous. Et là, il faudrait qu'on ait une autre discussion sur l'engagement des jeunes. Parce qu'il y a un gros sujet... il y a un gros sujet là-dessus. Je pense que les plus vieux ont du mal à comprendre qu'il y a une dynamique qui est en train de changer et que ça va durer. Ça, voilà, je pense qu'il y a ça. Et je pense que les plus jeunes, les très engagés, ont du mal à comprendre la lenteur de leurs aînés face à certains grands sujets. Et en même temps, on peut comprendre. Et en même temps,
Moi, ce que je leur dis quand j'interviens sur ce sujet-là, c'est, ça rejoint ce qu'on disait avant, on peut être très lent, mais si vous n'avez pas de débouché politique à vos actions, ce sera pire. Et donc, du coup, ne coupez pas le dialogue entre les générations. Mais c'est encore un autre sujet, et là, malheureusement, il faut que je reparte. Mais merci, en tout cas. Merci Claire Toury, on peut l'applaudir. Merci infiniment. Merci à vous toutes et tous.